Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de toutes mes lectures de novembre et également des 2 films que j'ai vus au cinéma ce mois-ci. Le premier livre dont je vais parler, c'est un livre dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, il s'agit de Débordé Bolloré. Je l'avais déjà commencé, si je me trompe pas, lors de la précédente vidéo, et j'avais prévu en fait de lire par petites bribes, chapitre après chapitre, sauf qu'en fait, à chaque fois que je voyais le titre du chapitre prochain, j'avais absolument envie de savoir ce que la personne allait dire, quel angle d'approche elle allait apporter, et donc en fait je l'ai lu littéralement en 3 ou 4 jours parce que vraiment ça m'a fait l'effet d'un page turner, j'arrivais pas du tout à m'arrêter. Quand je l'avais commencé la dernière fois, je pressentais déjà que ça allait être un très très bon ouvrage, et en effet en témoigne le nombre de post-it que j'ai mis dedans. Voilà. C'est un livre que je suis très contente non seulement d'avoir lu, mais aussi juste d'avoir dans ma bibliothèque pour le faire circuler. Parce que c'est un livre qui est très important, et ce pour différents aspects. Le premier aspect, c'est qu'il aborde le problème de Bolloré dans son ensemble. C'est-à-dire que Bolloré, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça, c'est dit à plusieurs reprises dans le livre. Le problème, c'est pas seulement Bolloré, c'est l'intégralité de ce qu'il représente, à savoir la montée du fascisme, mais pas que, même si c'est déjà un assez gros morceau. Le fait que ce soit un ouvrage collectif, ça va vraiment permettre d'avoir des points de vue très différents et des angles d'approche très différents sur le problème donc que représente Bolloré. Moi, j'ai surtout appris énormément de choses au niveau de toutes les actions de Bolloré en Afrique, et également autour de la complexité du milieu éditorial et de son fonctionnement en interne et des rouages qui le constituent, chose que je connais vraiment dans les que je connaissais vraiment dans les grandes lignes, mais il y avait plein de choses dont j'avais absolument pas conscience, et ce livre m'a du coup vraiment fait prendre conscience de tout ça, et du fait que le problème est encore plus tentaculaire que ce dont on peut avoir l'impression. Et l'intérêt également d'avoir plusieurs personnes au point de vue situés très variés qui vont prendre la parole, c'est d'avoir en fait une diversité de tactiques et de montrer qu'il n'y a pas un seul moyen de lutter contre Bolloré. En réalité, il y en a des centaines, il y en a des milliers, il y en a à peu près autant qu'il y a d'individus qui ont envie de lutter contre Bolloré. Et ce livre a d'ailleurs été fait en réaction à l'appel au boycott de Bolloré, pour montrer justement que même si on boycottait, ça résoudrait pas le problème, parce que le problème il était bien plus profond que ça, et que si c'était pas Bolloré, ça serait quelqu'un d'autre, et ce qu'il fallait questionner, c'était qu'est-ce qui avait permis l'arrivée de Bolloré à ce niveau de puissance dans le milieu éditorial. Et donc le livre revient très bien là-dessus et explique comment on peut faire justement chacun à son échelle pour essayer de désarticuler tous ces mécanismes. L'idée également, c'est qu'il n'y aura pas une seule solution qui sera parfaite, mais que c'est justement la diversité de ces tactiques et leur ensemble qui va faire qu'on pourra avoir un poids à un moment donné. Le dernier point, mais pas des moindres, qui fait que ce livre est vraiment un projet politique en soi, c'est son accessibilité, c'est-à-dire que l'intégralité du livre est disponible en version PDF et en version EPUB sur leur site, donc sur le site Débordé Bolloré, je mettrai le lien en barre d'infos. Et donc non seulement il s'agit d'un livre qui est clairement très très abordable parce qu'il coûte la modique somme de 12 €, donc vraiment pour un livre de cette épaisseur là en 2025 c'est suffisamment rare pour être souligné, mais en plus le projet c'est vraiment de l'étendre au maximum et que le livre ne soit qu'un support parmi tant d'autres. Je vais volontairement pas m'étendre énormément sur l'intégralité de l'ouvrage parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais par contre si jamais vous n'avez pas vu, Margarito a fait une super vidéo récemment sur le sujet, donc je vous invite évidemment à aller la voir. Ensuite on va passer à un livre que j'avais vu plusieurs fois passer sur les réseaux et qui m'intriguait sans que je sache vraiment pourquoi, mais vous savez des fois il y a juste comme ça des livres qui vous appellent. Donc ce livre c'est Arrives Under the Sea. Je m'excuse pour mon accent absolument calamiteux, donc de Julia Armfield. C'est un livre qui n'est pas traduit. Julia Armfield a écrit d'autres ouvrages, mais le seul qui est traduit en français c'est Cérémonie d'orage qui est sorti l'an dernier. J'espère vraiment que celui-ci va être traduit parce que pour le coup ça a été un immense coup de cœur. Donc de quoi on parle ici? Miri et Léa sont en couple depuis plusieurs années. Leur vie est rythmée par les missions de Léa qui participe à des expéditions sous-marines pour un centre de recherche. Un jour, une de ces missions va mal tourner et à son retour, Miri ne reconnaît plus sa femme.
Donc on est sur un récit queer, mais c'est pas le centre du sujet, c'est ça que j'ai apprécié également, c'est que c'est un sujet sans en être un. Ce qui m'a surtout plu ici, c'est qu'on est sur un récit très lent, qui est vraiment en plein de nostalgie, avec énormément de tristesse, mais aussi vraiment beaucoup de beauté dans la relation qu'entretiennent Miri et Léa. On a des points de vue alternés. D'un côté, on a Léa qui va nous expliquer ce qui s'est réellement passé sous la mer, et de l'autre côté, on a Miri qui va voir progressivement sa femme se métamorphoser sans vraiment savoir ce qui se passe, sans pouvoir entrer en véritable contact avec elle, puisque la communication est complètement brisée entre les deux, et pour autant, il subsiste un véritable amour qui est assez indescriptible et auquel on va assister grâce aux souvenirs auxquels Miri se raccroche de leur vie passée, de leurs rencontres, des petites bribes de quotidien qui font que malgré tout, même si elle ne la reconnaît plus, elle ne peut pas l'abandonner. Je vais volontairement pas trop en dire parce que ça serait probablement spoiler le livre et ça perdrait du coup de tout son intérêt. C'est à lire si vous aimez les récits étranges, les récits où la tension s'installe vraiment progressivement. C'est un livre qui va vous laisser beaucoup plus de questions que de réponses à la fin, mais moi personnellement c'est complètement ma came, donc forcément j'ai adoré. Et autant à la base, Cérémonie d'orage m'intriguait pas forcément énormément, mais maintenant j'ai super envie de le lire, donc je pense que je vais l'emprunter ou l'acheter très prochainement. Ensuite, on va passer à une bande dessinée. Il s'agit de L'Amourante de Pierre Alexandrine. Celui-ci, c'est un peu pareil. Je le voyais passer et il m'intriguait. Je savais pas vraiment pourquoi, mais l'histoire me parlait. Et en passant devant en librairie, je le feuilletais et le dessin m'attirait pas forcément plus que ça. C'est pas le genre de graphisme qui, à la base, me parle énormément. Je sais pas si on voit bien, mais on est sur une ligne, voilà, on est sur une ligne claire, assez classique en somme, donc le dessin m'attirait pas plus que ça et donc j'ai un peu hésité à l'acheter, mais finalement comme j'arrêtais pas d'y penser, je me suis dit bon allez, on y va. Donc je vais également vous lire le résumé. Paris de nos jours. Zayn est bouleversée, Louise vient de le quitter brutalement. Lorsqu'il la supplie de lui donner une explication, elle se résout à lui raconter son histoire. Une histoire presque incroyable, débutée 6 siècles auparavant. Louise, donc l'héroïne principale ici, est une amourante. Une amourante, c'est-à-dire que tant que quelqu'un est amoureux d'elle, elle s'arrête de vieillir. C'est un pouvoir, mais évidemment vous en doutez aussi un peu une malédiction, parce que Louise n'a pas le droit de tomber amoureuse, auquel cas son vieillissement est accéléré, la poussant vers une mort très très proche. J'avais quelques petites appréhensions au départ parce qu'il s'agit quand même du portrait d'une jeune fille puis d'une jeune femme racontée par un homme, donc j'avais un peu peur qu'on tombe dans le cliché facile de la femme fatale qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Au final, c'est pas du tout le cas parce que le portrait de Louise cache évidemment la peur de la vieillesse, la peur de la mort et également toute une réflexion autour de la solitude parce que certes, Louise a ce pouvoir, mais est-ce que ça lui sert réellement à quelque chose puisqu'elle ne fait que courir derrière une immortalité mais qu'elle ne peut partager avec personne, elle est prisonnière de son secret, elle est prisonnière au final de ce qui s'avère être plus une malédiction qu'un véritable pouvoir. Et donc ça, j'ai trouvé ça très très bien amené, assez touchant. Il y a certaines petites choses qui m'ont un peu gênée des fois, mais ça m'a pas empêché de beaucoup aimer l'histoire. Le seul petit truc que j'aurais à redire, c'est que je trouve qu'au départ, on entre dans l'histoire de façon un peu trop abrupte. On a à peine le temps de s'installer dans le récit que déjà on est emmené avec Louise lors de sa naissance, lors de sa découverte de son pouvoir, et j'aurais aimé qu'on découvre ça un petit peu en même temps qu'elle, plutôt que les choses nous soient données au final très très rapidement, même si ça ne perd pas de l'intérêt sur la suite du récit. Mais bon voilà, j'aurais peut-être aimé une construction un petit peu différente, parce que là j'ai trouvé que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe alors qu'on était à peine à la 3e page du livre, et donc voilà, c'est le seul petit truc que j'aurais à redire. Mais globalement ça a été une très bonne lecture et je suis contente de l'avoir. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est L'Auberge de la Jamaïque. Bon, je vous le montre, mais c'est du coup une version reliée que j'ai trouvée dans la boîte à livres de mon immeuble, dont la tranche s'est enlevée parce que je l'ai transporté en bus et il était clairement pas prêt pour ça. Daphné du Maurier, je l'ai découvert il y a 2 ans avec Rebecca, enfin découvert, c'est le premier livre que je lisais d'elle, et Rebecca s'est directement hissée dans mon palmarès de mes lectures préférées de tous les temps, donc évidemment j'avais peut-être un peu beaucoup d'attentes pour L'Auberge de la Jamaïque, qui n'ont pas été complètement... J'ai pas été complètement convaincue. J'ai bien aimé, ça reste très bien écrit, le style de Daphné du Maurier est très fluide, il n'y a aucun souci là-dessus.
Simplement, il m'a manqué un petit truc pour que ça en fasse un vrai coup de cœur. Pour vous dire quand même un petit peu de quoi ça parle, on suit donc Mary qui, après le décès de sa mère, part vivre en Cornouailles chez sa tante Patience et son oncle Joss, propriétaire de l'auberge de la Jamaïque. Très vite, Mary comprend que ce lieu cache de lourds secrets et qu'elle pourrait bien se retrouver mêlée malgré elle à de sinistres événements. C'est quand même un livre qui dresse le portrait d'une héroïne assez intéressante étant donné que le récit se passe au début du 19e siècle et que le livre de Daphné du Maurier est publié en 1936. Donc ça a ce mérite-là, ça se lit très bien. Pour moi, c'était pas un énorme coup de cœur, peut-être parce qu'aujourd'hui en 2025 on a peut-être plus de récits de ce type-là et que donc j'y ai pas trouvé l'effet waouh, mais ça restait une très bonne lecture si vous aimez ce genre de récit. L'autre petit aspect qui a peut-être légèrement altéré ma lecture, c'est que l'an dernier j'ai lu la biographie de Daphné du Maurier faite par Tatiana de René qui s'appelle Manderley Forever. Et donc, comme dans cette biographie, on suit Daphné du Maurier dans l'écriture de ses différents romans et à quel point sa vie personnelle et l'amour qu'elle avait pour certains paysages, notamment de la Cornouaille dont elle était complètement amoureuse, à quel point tout ça a déteint sur ses romans. Et donc forcément, en lisant le livre, en fait, je voyais Daphné du Maurier écrire presque derrière, et peut-être que ça m'a empêché de m'immerger complètement dans le récit. Mais en même temps, ça m'a aussi permis de comprendre, je pense, certains aspects et pourquoi elle avait placé pourquoi elle avait articulé l'intrigue d'une certaine façon. Donc ça restait quand même assez intéressant. J'ai par contre regardé l'adaptation ensuite qu'en a faite Alfred Hitchcock, qui est pour le coup une catastrophe absolue, mais il y aurait beaucoup trop de choses à dire, donc le seul avantage d'avoir regardé ce film, c'est que ça m'a donné envie de faire une vidéo spécifique sur les adaptations en film de Daphné du Maurier, donc attendez-vous à cette vidéo dans les mois qui suivent, parce que j'ai très très envie de la faire, il y a beaucoup de choses à dire. On va maintenant passer aux 2 films que j'ai vus au cinéma ce mois-ci. Le premier film, c'est un film d'animation, il s'agit de Arco de Hugo Bienvenu. On est sur un film d'animation français où on suit en 2075 Iris, une petite fille de 10 ans, qui voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. Il s'appelle Arco, il vient d'un futur lointain et idyllique, où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui. Donc à travers les 2 personnages de ces enfants et les interactions qu'ils vont avoir entre eux, on entrevoit à la fois un futur proche, apocalyptique et vraiment très très pessimiste, et dans le même temps un futur beaucoup plus lointain qui lui est très optimiste, où la nature serait parvenue à reprendre ses droits et où un certain équilibre aurait réussi à se remettre en place. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ces 2 visions différentes de 2 futurs qui sont, en fait, où les 2 sont complètement possibles, tout dépend des choix qu'on décide de faire dès à présent. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intelligemment mené, j'ai adoré le fait que les personnages des 2 enfants soient super bien écrits, leurs dialogues sont super naturels, réalistes, on voit vraiment 2 enfants parler, 2 enfants communiquer avec leurs préoccupations d'enfants de 11 ans en fait. On n'est pas sur quelque chose où on voit que c'est des adultes qui écrivent derrière, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pas un film pour les trop jeunes non plus, je dirais, parce qu'il y a quand même des scènes à la fin qui peuvent être assez impressionnantes, mais par contre si vous y allez avec des enfants qui ont à partir de 10 ans, je pense que ça fait des super sujets de discussion ensuite à avoir. Le film est bourré de références au Jadot dans le ciel, alors moi ça m'a pas du tout dérangé, évidemment parce que j'adore le Jadot dans le ciel, mais c'est vrai que à ce stade-là, c'est même plus des références, c'est presque un jeu de piste pour essayer de trouver tous les petits indices, et encore, j'ai vu qu'une seule fois le film, donc je pense que si je le revois, j'en revois encore plein. Pour autant, on est sur un scénario qui est complètement différent, donc la comparaison s'arrête là, mais si vous êtes fan du Château dans le ciel, ça reste quand même assez amusant de faire ce jeu de comparaison. Donc en bref, j'ai adoré, je vous le recommande, s'il passe encore chez vous, vraiment, allez le voir, vous regretterez pas, et sur grand écran, ça vaut vraiment le coup. Le deuxième film que j'ai vu, il s'agit de Eleanor the Great, c'est donc le premier film de Scarlett Johansson, et clairement on est aussi sur un maxi coup de cœur. Donc dans ce film, on suit Eleanor, 94 ans, qui vient de perdre sa meilleure amie Bessie. Quelque temps auparavant, Bessie lui avait raconté toute son histoire en tant que survivante de l'Holocauste,
en lui partageant sa crainte que cette histoire se perde une fois que Bessie aurait disparu, puisqu'elle ne l'avait racontée à personne d'autre qu'Eleanor. Donc un jour, alors qu'elle participe à un cercle de parole au Centre culturel juif de New York auquel sa fille l'a inscrite, Eleanor se retrouve par un concours de circonstances à raconter l'histoire de Bessie, mais à sa place, comme si c'était elle qui l'avait vraiment vécue. Petit à petit, Eleanor se persuade qu'elle fait ça pour honorer la mémoire de Bessie et finalement va commencer à se prendre un petit peu les pieds dans le tapis de son mensonge, en même temps qu'elle se lie d'amitié avec une jeune étudiante en journalisme. Et c'est cette relation d'amitié qui est vraiment, qui illumine tout le film et qui, moi, m'a énormément fait penser à la relation d'amitié qui existe dans le film Beignets de tomates vertes, qui est un, si ce n'est mon film préféré de tous les temps. Donc forcément, le fait que ça y fasse écho a beaucoup joué dans le fait que j'adore ce film. Au-delà de ça, le jeu d'acteur est vraiment génial. Les deux actrices principales sont tout bonnement incroyables. June Squibb, donc, qui joue Eleanor, vous l'avez sûrement déjà vu passer dans d'autres films ou séries. Elle a plein de rôles de grand-mère assez mémorables, donc il y a de fortes chances pour que vous l'ayez déjà croisée, mais là elle est absolument bouleversante. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est un film un petit peu trop tire-larme. Moi c'est pas un truc qui me dérange, donc j'avoue que j'ai adoré. Peut-être que ça joue, peut-être qu'il y a des facilités dans le scénario, mais écoutez, bon. Moi j'ai trouvé que ça restait un super film. Après, est-ce que c'est un film qui est absolument à voir au cinéma ? Non, pas forcément, le grand écran apporte pas quelque chose de particulier, donc vous pouvez attendre un petit peu s'il passe plus chez vous ou si vous avez d'autres films que vous voulez voir. Mais vraiment, moi j'ai passé un excellent moment. Et donc c'est la fin de ce bilan de novembre. On se retrouve en décembre pour, bien évidemment, le bilan de fin d'année, mes meilleures lectures, mes pires lectures. Pareil pour les films. Je sais pas exactement encore quelle forme ça va prendre, je suis en train d'y réfléchir. Il y aura peut-être une autre vidéo un peu plus hors format qui arrivera d'ici là, je sais pas encore, ça va dépendre du rythme du travail, tout ça. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt, bonne lecture, bon film, et salut!